Amis lecteurs, amis du Congo, amis téléspectateurs, nous avons un invité, c'est M. Samy Badibanga. Pour ceux qui suivent l'actualité congolaise, ils savent qu'il siège actuellement au Parlement, ils savent qu'il a battu campagne sous l'étiquette de l'UDPS, le parti du président Tshisekedi. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, nous aimerions quand même qu'il nous dise quel est l'état de la nation au moment où il a quitté le pays. Monsieur Samy Badibanga, bonjour. Bonjour. Vous avez quitté le Congo il y a peu, et dans quel état vous avez laissé le pays? Oh, l'état du pays est toujours le même, assez déplorable. L'économie n'est pas du tout au point. Les populations souffrent de plus en plus. Les services sociaux de base ne sont pas réhabilités. Et les prix des hôpitaux et des cliniques coûtent excessivement cher. Il y a un problème de délestage. En tout cas, on est toujours dans des difficultés. Monsieur Samy Badibanga, et pour ceux qui ne vous connaissent pas, comment est-ce que vous pouvez leur tracer brièvement votre parcours? Après mes études, je suis rentré à Kinshasa et j'ai tout de suite démarré dans les affaires. Ça fait bientôt une trentaine d'années que je suis dans le business. Et entre-temps, j'ai adhéré à l'UDPS, c'était en 1994. Et depuis lors, j'ai évolué dans l'UDPS, surtout dans l'ombre. Et en 2010, j'ai travaillé aux côtés du président Tshisekedi comme conseiller spécial. J'ai posé ma candidature en 2011 et me voilà aujourd'hui député national. Bon, nous ne reviendrons pas sur le débat qui avait eu lieu à l'époque, entrer ou ne pas entrer. Peut-être qu'on épinglera ça par moment. Mais vous, personnellement, quand vous êtes entré dans ce Parlement, et alors que M. Tshisekedi avait dit qu'il ne fallait pas siéger, qu'est-ce qui vous avait poussé à y aller quand même? Bon, je crois que là, il faudrait donner une petite explication. Quand le président Tshisekedi a décidé d'annuler les élections législatives, il était dans son rôle de chef de l'État. C'est le président de la République qui avait décidé d'annuler les élections. Ceci étant, la loi, en fait, il fallait comprendre cette décision. Qu'est-ce que voulait dire cette annulation? La loi permet au chef de l'État de dissoudre l'Assemblée nationale et non d'annuler les élections. Et donc, il voulait en fait parler de la dissolution de l'Assemblée nationale dès qu'il allait avoir l'impérium de ce pouvoir. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il faut comprendre que la personne elle-même, elle était victime de la tricherie qui avait eu lieu. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il avait pris cette décision d'annuler les élections. Et il était tout à fait dans son rôle, il ne pouvait pas agir autrement. Par contre, pour les élus que nous étions, nous avions un autre rôle à jouer. Il fallait préserver les acquis de la démocratie. Il fallait respecter le vote de nos électeurs, ou sinon alors repartir vers ces électeurs pour pouvoir en discuter et pouvoir décider ensemble, si cela était nécessaire, de ne pas entrer à l'Assemblée nationale. Toutefois, nous avons, après discussion avec le président Tshisekedi, qui avait demandé à ce qu'on agisse selon notre conscience, nous avons décidé d'entrer à l'Assemblée. Nous avions des objectifs que nous nous étions fixés. Le premier point, c'était le fait que, sur le plan stratégique, la lutte pour l'impérium était une lutte qui était fixée dans le temps. C'était un objectif, j'allais dire, qui devait être atteint à court terme. Pour avoir l'impérium, c'était une lutte qu'on pouvait mener pendant 3 mois, au grand maximum pendant 6 mois. Mais dépasser ce temps, il allait être difficile de continuer à parler de l'impérium au risque de devenir un slogan. Et donc on s'était mis dans la possibilité de voir malheureusement cette lutte pour l'impérium ne pas aboutir dans le court terme. Et nous avons
essayer de réfléchir pour voir quelle pourrait être la lutte qu'on allait mener à moyen et à long terme. C'est comme ça que nous avons pris la décision de pouvoir intégrer cette Assemblée nationale pour pouvoir ouvrir un autre front qui était le front institutionnel, le front diplomatique, et voilà, qui pouvait appuyer ce front qui était le front de la rue pour l'impérium. Bon, avant d'aller aux dividendes que vous avez pu engranger en étant dans les institutions, une petite question en arrière. Vous étiez dans la campagne de M. Tshisekedi. Dites-nous, au fond de vous-même, avec ce qu'il y a eu comme réponse du public, vous êtes toujours convaincu qu'il a gagné les élections? Absolument, absolument. Là, il suffisait de voir l'accueil qui nous était réservé à toutes les étapes de cette campagne. Je me suis occupé personnellement de cette campagne sur le plan logistique, c'est-à-dire les panneaux de campagne, les affiches, les affichettes, les autocollants, les spots de campagne que nous avons eu à faire passer sur les différentes chaînes de télévision. Et j'ai effectué le premier voyage avec le président Tshisekedi quand nous avons quitté l'Afrique du Sud pour Kisangani. Nous sommes arrivés vers 22h30, mais il fallait voir le monde qu'il y avait jusqu'à minuit 30, voire 1h du matin à son hôtel. On a même dû faire une bonne partie du trajet à pied, tellement il y avait du monde dans la rue. Et cela s'est répété ainsi dans toutes les provinces que vous avez sillonnées? Dans toutes les provinces, et bien sûr, dans certaines provinces, c'était carrément une hécatombe. Il y avait un monde fou qu'on avait du mal à contenir. Là, je donne l'exemple de Lubumbashi. Bien. Nous sommes en 2013. Les élections ont eu lieu en 2011. Il y a quelques semaines, M. Kabila a inauguré, ouvert ce qu'on appelle les concertations. D'après vous, qu'est-ce qui l'a poussé à cela? C'est la pression extérieure. C'est la pression extérieure. Il y a 2 instruments juridiques internationaux qui ont été mis en place. L'accord cadre qui a été signé à Addis Abeba le 24 février, et puis la résolution 2098 des Nations Unies, qui a été votée au niveau du Conseil de sécurité. Eh bien, ces 2 instruments juridiques prévoyaient dans les impératifs gouvernementaux sur le plan national que la République démocratique du Congo devait absolument mener des réformes au niveau de l'armée et des services de sécurité, faire des réformes au niveau de la bonne gouvernance, la démocratie, au niveau de l'économie, au niveau institutionnel, et c'était aussi prévu une réconciliation nationale et la tolérance au niveau donc des libertés. Et c'est par rapport à ces exigences qu'il y a eu cette pression qui a entraîné donc ce discours de Kabila pour demander à ce qu'il y ait une concertation. Les concertations de Marais, est-ce que vous avez l'impression que les gens du pouvoir jouent franc jeu? Non, pas du tout. Pas du tout. Comme on le disait, et comme on le dit toujours, il y a des conclusions qui ont déjà été écrites quelque part et on va essayer de faire gober ça à tous les participants. Nous avons un problème déjà au niveau du présidium. Vous savez, dans ce genre de concertation, il faut un large consensus au niveau des autorités ou des personnalités qui doivent diriger ce genre de concertation. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'inclusivité. Il faut que tout le monde puisse participer à ces concertations. Or, nous n'avons pas du tout été contactés, que ce ne soit au niveau donc, des préalables que nous devions mettre ensemble en place, l'ordre du jour qui devait être fixé, et je crois qu'il n'y a même pas eu de discussion directe entre le pouvoir et le président Tshisekedi, comme vous le savez, qui est l'un des
principaux acteurs de ce problème que nous avons aujourd'hui au Congo. Et ces concertations, il y a certaines choses qui devaient être respectées, comme je le disais. Il y a l'inclusivité, il y a l'identification des causes, il y a le large consensus, mais aussi il y a un concept qu'il fallait absolument respecter, c'est celui de la vérité et de la réconciliation même. Si nous n'identifions pas les causes exactes et que nous ne parlons pas des raisons réelles qui nous ont menés, qui nous amènent à cette concertation, à quoi bon? Il y a le problème de la paix et il y a ce problème de légitimité. Le problème de la paix, nous avons remarqué que les principaux groupes armés qui sont un peu éparpillés, qui sont éparpillés un peu partout dans le pays, n'ont pas été invités. Et au niveau du problème politique, c'est-à-dire au problème de la légitimité, le premier concerné, le président Tshisekedi, n'est pas à ces concertations. Et donc nous voyons très mal comment est-ce que le problème pourrait être réglé. Et vous êtes ici, et les concertations sont en train de se terminer. Autrement dit, vous n'êtes pas du tout partie prenante. Pas du tout. Nous ne sommes pas du tout concernés. Et nous ne voyons pas comment est-ce qu'on va nous opposer les résolutions qui vont en sortir. Après les concertations, comment vous voyez l'avancée politique du pays? Parce que finalement, que ce soit les Congolais qui vivent à l'étranger comme nous, que ce soit vous qui êtes du contre-pouvoir au pays, vous ne vous sentez pas concerné. Parce que beaucoup de nos confrères appellent d'ailleurs un conclave style impair parti État. Que va-t-il advenir? Comment voyez-vous que les gens du pouvoir, comment vont-ils manœuvrer d'après vous avec ces conclusions qui sont déjà boutiquées avant? S'il y a de la volonté politique, ils pourront considérer ces concertations comme étant une première étape qui a permis que dans leur camp, ils puissent se mettre d'accord sur certains points. Et la deuxième étape, ça sera réellement cette réconciliation nationale qui nous mettra, nous qui avons refusé les concertations, et eux, autour d'une table de négociation pour pouvoir arriver à cette réconciliation nationale. Si la volonté politique n'y est pas, nous pensons qu'ils vont essayer d'évoluer, comme ils disent eux-mêmes, que le train sera en marche, mais ils se rendront compte très vite que les choses n'évolueront pas. D'ici 1 an ou 2 ans, nous reviendrons à cette table de discussion. Après les concertations, il y a un point qui intéresse beaucoup la communauté nationale, c'est la fameuse commission électorale nationale dite indépendante. Quel regard vous avez sur sa composition et tout particulièrement son parachutage parce qu'il faut le dire, le parachutage de M. Malou Malou? Bon, c'est un point assez compliqué. Nous avons quand même discuté, on a essayé d'obtenir un compromis, un consensus autour de la question concernant la CENI. Il faut reconnaître que le poste de président de la CENI était réservé donc à la société civile. La société civile, ils se sont mis, au niveau de la société civile, ils se sont mis ensemble pour pouvoir élire leur président. Donc, en principe, c'est une question qui ne concerne pas l'opposition politique, ni la majorité. Mais au niveau de la CENI, quand ils se sont mis ensemble, ils auraient dû prévoir que ce soit les confessions religieuses qui devaient donner les candidats. Chaque confession religieuse qui aurait dû donner son candidat pour qu'on puisse élire le président de la CENI. Mais malheureusement, ils ont laissé la porte ouverte aux indépendants, c'est-à-dire chacun pouvait déposer sa candidature. Et donc, M. Malou, comme vous le savez, a pu poser sa candidature et il a gagné au niveau de la société civile. Il a largement gagné. Sur 8 voix, je crois qu'il en a obtenu 7, ou sur 7, il en a obtenu 6. Et là, ça devient difficile, en tout cas pour l'opposition, de pouvoir se mêler. Mais nous pensons que du fait que M. Malou avait déjà organisé les élections de 2006, et avec les problèmes qu'il y avait eu lors de ces élections, on pouvait faire le choix d'un autre candidat
plutôt que de revenir sur un candidat qui avait déjà rempli ses fonctions, même si on peut prétendre qu'il avait une certaine expérience. Voilà. Il y a eu, lors des accords de Sun City, la décision d'organiser les élections locales. C'était en 2002. Nous sommes en 2013. Il n'y en a toujours pas. Vous pensez que c'est par distraction, par mauvaise foi ou par calcul politicien de ceux qui, logiquement, auraient dû les organiser? C'est clair que c'est par calcul politicien. Mais aujourd'hui, on nous dit qu'ils sont prêts à organiser les élections locales en premier. Là encore, on voit derrière ça un autre calcul, c'est qu'on voudrait repousser au maximum les élections provinciales, sénatoriales et même l'élection des gouverneurs, qui tous sont déjà hors mandat. Donc, si nous organisons aujourd'hui les élections locales, il y a ce risque de voir les élections provinciales et des gouverneurs et sénatoriales arriver en 2015, si pas en 2016. Ce qui probablement va repousser les élections législatives et les élections présidentielles. Nous devons à tout prix faire respecter le calendrier. Ça devrait être l'une des résolutions majeures de ces concertations. Le respect du calendrier électoral. Là, c'est même l'appropriation par le peuple, si vous voulez, de la démocratie et du respect des institutions. La CENI, qui est une institution d'appui à la démocratie, devrait rester en dehors du jeu politique. Mais qu'à cela ne tienne, si aujourd'hui nous devons aller à des élections locales, ben j'espère que mon parti pourra prendre part pour pouvoir avoir des représentants au niveau déjà local du pays, et cela pourra nous servir de levier de pouvoir pour continuer le reste des élections. Quand on voit que le politique dérive et le peuple se lève, et même dans notre constitution, à l'article 64, si je ne m'abuse, il est dit que nul n'est censé obéir à des lois qui jugent inappropriées. Qu'est-ce qui fait que chez nous, on a d'abord des parlements provinciaux, des gens qui sont fait mandat, on a un Sénat fait mandat, sans compter les tripatouillages des dernières élections, et la population semble accepter. Et est-ce que ce n'est pas par hasard une faille des politiciens, des partis politiques pour pouvoir mieux éveiller la population? Vous savez, dans ce domaine, nous avons un guide qui est Étienne Tshisekedi. Il a fait l'essentiel du chemin. Il nous a montré la voie de la démocratie, enlevé la peur par rapport à tout pouvoir dictatorial qui pourrait s'installer. Maintenant, c'est au peuple de prendre son avenir en main pour pouvoir continuer sur ce chemin-là. Effectivement, les partis politiques doivent éduquer les masses et leurs membres pour pouvoir respecter la Constitution et se battre là où il le faut. Il ne faut pas attendre que cela tombe du ciel pour qu'il y ait un changement. Nous devons faire respecter les règles qui doivent être lisibles, et nous-mêmes, nous devons analyser les choses avec beaucoup de lucidité et commencer maintenant à proposer, à aller plutôt vers des propositions et vers des solutions, plutôt qu'à rester sur une chaise assis. Là aussi, je conseille les hommes politiques, parce que ce n'est pas le rôle d'un homme politique de rester assis sur sa chaise quand il occupe une fonction ici ou là. Il doit mettre le doigt là où il y a les difficultés et arriver à faire bouger les lignes. Et ça, je parle même de mon propre camp, que ce soit dans l'UDPS. Oui, l'UDPS c'est un parti qui est implanté depuis des décennies à travers toute la République. L'UDPS c'est un parti qui a des militants appelés combattants qui sont vraiment appuyés sur leur ligne d'un état de droit, des respect des valeurs
etc. Et qu'est-ce que vous pensez que l'UDPS devrait faire actuellement pour pouvoir donc, influer sur la population de telle sorte que, quelles que soient les élections qui vont se passer, non seulement que le peuple participe massivement, de deux, qu'il surveille lui-même les résultats, et de trois, qu'il soit à mesure donc de faire pression de telle sorte que les tripatouilleurs n'aient pas gain de cause. Il faut dans un premier temps engager le débat au niveau du parti sur toutes ces questions. Ce sont des questions importantes où il faut donner des orientations mesurées, calculées et réfléchies. Il faut engager un débat sérieux de fond au niveau du parti pour savoir si nous devons participer à ces élections ou pas. Après avoir réfléchi, moi, à mon avis, je pense que nous devons effectivement aller à ces élections. Nous redonnons premièrement de l'espoir à tous nos membres et au peuple congolais qui ne rêvent qu'à voir l'UDPS demain au pouvoir. Et ça va nous permettre de pouvoir occuper certaines fonctions qui pourront empêcher qu'on revienne à cette tricherie et ou alors qu'on soit de nouveau absent du circuit. Ça a commencé, rappelez-vous, depuis 1993, avec le retour à la légalité que nous avions demandé à l'époque. En 1997, c'était l'arrivée de Kabila père, l'entrée de l'AFDL. En 2001, c'est Kabila fils. En 2003, nous avons été absents du 1+4. C'est vrai qu'on ne nous avait pas facilité la tâche, mais nous avons été absents. En 2005, c'est le référendum. Nous avons refusé de participer au référendum. En 2006, les élections se sont déroulées. Nous avons refusé l'enrôlement et ces élections. En 2010, on nous a fait miroiter un poste au niveau de la CENI où nous avons envoyé un nom et pour finir, on n'a pas retenu la personne que nous avions proposée. Et en 2011, nous nous sommes présentés aux élections. Je me rappelle d'une question qui a été posée au président Tshisekedi quand il a fait son interview sur la chaîne France 24. Le journaliste lui a posé la question à savoir qu'est-ce qui avait changé entre 2010 et 2011. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire en ce temps-là, en 2011, il acceptait d'aller aux élections? Effectivement, c'était une question pertinente parce que rien n'avait changé. Et nous sommes allés aux élections en 2011. Ce que nous craignions en 2006 est arrivé en 2011, c'est-à-dire le tripatouillage des résultats des élections. Et donc nous devons faire un effort cette fois-ci pour éduquer les masses, éduquer les témoins, avoir des bons candidats et être présent à toutes ces élections à venir. Ce n'est que mon avis, mais tout ça doit passer par un débat au sein du parti. Et avant les élections de 2011, M. Kabila avait changé la constitution pour qu'il y ait un seul tour. On avait compris que c'était la peur d'une défaite face à M. Etienne Tshisekedi dès le premier tour. Et dans la logique de la constitution, M. Kabila ne devrait même plus se représenter. Et est-ce que M. Kabila émet des signaux comme quoi il pourrait partir ou qu'il voudrait se cramponner au pouvoir, vous qui venez du pays? D'abord, concernant le changement qu'il y a eu de 2 tours à 1 tour, ce n'était pas la Constitution, mais la loi électorale. Et là, nous revenons à ce que je venais de dire, c'est que l'absence, ou notre absence, dans les différentes institutions, fera que les choses feront toujours du surplace. On reviendra toujours au même point. Effectivement, à cette époque-là, il y a eu beaucoup de corruption, de débauchage, et ce qui a fait qu'au niveau du Parlement, on puisse accepter les élections présidentielles à 1 tour. Aujourd'hui, par rapport à la question que vous venez de poser,
sur la position de M. Kabila. En tout cas, il n'y a aucun signal qui montre qu'en 2016, Kabila ne va pas se représenter comme le prévoit la Constitution. Il y a eu un débat autour de ça pendant quelque temps, il y a de cela environ 4 à 5 mois. Le débat avait pris tellement de l'ampleur que le régime en place a bien senti que les gens n'en voulaient pas du tout d'un changement, en tout cas de constitution, de l'article 220, qui prévoit un seul mandat pour le président de la République, renouvelable une seule fois. Et donc aujourd'hui, avec les concertations, qu'est-ce que nous observons? La tactique est plutôt d'essayer d'ouvrir une transition, ce qui permettra à M. Kabila de se représenter parce qu'il n'aura pas terminé son mandat, ou alors tout simplement d'essayer de repousser les élections qui doivent se tenir en 2016, de les repousser de 2 ans et pourquoi pas de 3 ans. C'est plutôt vers ça que nous sommes en train d'évoluer. À ce que je sache, d'après les informations que j'ai, on voudrait mettre en place un programme minimum commun de gouvernement et que ceux qui auront mis ce programme minimum commun de gouvernement au sein des concertations puissent participer à un gouvernement qu'ils appelleraient un gouvernement de consensus pour pouvoir gérer la République. C'est tout simplement, ces concertations, comme je le disais, un appât financier et un bradage de responsabilités. Et c'est vers ça que nous sommes en train d'aller, vers un report des élections en 2016. Nous le savons, vous le savez, vous venez de le dire. Et que devraient faire les forces du changement au pays? Que devraient faire les Congolais qui vivent à l'étranger? Parce qu'ils sont quand même un grand groupe de pression qui parvient quand même à faire bouger les lignes. Sachant que derrière la tête de ceux qui se sont cramponnés au pouvoir, il y a cette envie d'y rester ad vitam aeternam. La première chose, c'est d'essayer de s'organiser. Nous devons absolument nous organiser, que ce soit les combattants en Europe, déjà au niveau des combattants, de s'organiser pour pouvoir avoir un leadership ou sinon un directoire ou une coordination. Au niveau de l'opposition politique en RDC... Moi j'appelle ça force du changement parce qu'en fait, ceux qui sont là, ils se sont cramponnés. Oui, absolument. Oui. Mais si vous vous rappelez, dans la lettre des 13 parlementaires, on parlait déjà des forces acquises au changement oui. en 1982. Et donc nous sommes toujours dans la même logique. Oui. Et au niveau, donc, je disais, de l'opposition politique en RDC, l'opposition politique doit faire un effort pour être unie. Nous avons longtemps espéré avoir un porte-parole de l'opposition, comme le prévoit la Constitution et la loi portant organisation de l'opposition politique. Le pouvoir en place ne le souhaite pas. Nous voyons comment est-ce qu'à chaque étape, on repousse la possibilité d'avoir ces élections, ou l'élection du porte-parole. À la fin de la session passée, le président de l'Assemblée et celui du Sénat nous ont fait une proposition de date qui partait du 20 septembre, je pense au 5 décembre ou au 5 novembre. Mais je crains encore que tout ça ne soit qu'une comédie et qu'on ne puisse pas avoir ce porte-parole. Nous devons donc faire un effort au niveau de l'opposition politique pour mettre les égos de côté, pour mettre en place une union de toute cette opposition et pouvoir nous organiser afin d'obtenir ce changement. Bien, Monsieur Samy Badibanga, nous vous remercions pour vous être prêté à ce jeu de questions-réponses par rapport à l'actualité de notre pays, par rapport à notre très cher pays, très grand pays, avec différentes potentialités où malheureusement les richesses ne profitent pas à tout le monde. Et avant de nous séparer, est-ce que vous avez un dernier mot?
Bon, le seul mot que je peux dire aujourd'hui, c'est par rapport à la population congolaise, par rapport aux combattants, par rapport aux membres de l'UDPS, par rapport à tous ceux qui sont pour le changement, c'est de ne pas perdre confiance et de prendre leur courage à deux mains. Je sens qu'il y a un petit essoufflement par rapport à la démarche qui était... il y a eu une fixation sur l'impérium, mais il ne faudrait pas que les gens soient découragés. Le combat continue, mettons-nous ensemble, combattons ensemble, faisons des démarches ensemble pour pouvoir arriver à l'unité, et ce n'est que par l'unité que nous pourrons gagner ce combat. Je vous remercie. Et c'est nous qui vous remercions. Chers lecteurs, chers téléspectateurs, amis du Congo, c'était actualité, autour de l'actualité en RD Congo avec M. Samy Badibanga. Et à la prochaine.